Bonjour à vous, une vidéo faite à la hâte dans ma cuisine pour réagir à chaud sur la promulgation de l'article 4 controversé, article 4, sur un projet de loi des dérives sectaires et du complotisme. On va revenir en détail là-dessus parce qu'il y a quand même quelques soubresauts depuis de nombreux mois. Ça inquiète beaucoup de personnes, y compris des députés, parce que la majorité avait voté contre cet amendement, du même au niveau des sénateurs. Il y avait un petit peu une alerte sur le fait de dire bon, c'est quand même une atteinte à la liberté, notamment au niveau scientifique, à la liberté de contradiction, et une forme de censure indirecte. Alors on va voir de quoi ça retourne. Donc il y a quatre objets dans ce fameux article 4 qui a été retoqué une fois, deux fois, puis là, bon, évidemment, en République, on sait aussi structurer des lois. Il y a des itinéraires bis, on peut passer par derrière, par en dessous, par au-dessus. Bref, si c'est pas du 49.3, on peut y aller autre chose. On sait que depuis 4 ans, on peut passer, même pas en force, de côté. Et donc là, de quoi s'agit-il de manière concrète? Eh bien, ça vise à légiférer, à recadrer des personnes qui pourraient être dans des dérives sectaires ou dans le complotisme. Alors déjà, il faut savoir que ça crée un problème parce qu'il n'y a pas de définition juridique au niveau de la dérive sectaire, enfin, même au niveau des sectes, c'est pas véritablement légiféré, et encore moins du complotisme, parce qu'on peut, c'est très mouvant en fait, ce qu'on peut y mettre dedans. Alors bien entendu, il y a des personnes qui exercent une influence sur autrui, de manière volontaire ou non, qui ont une emprise, et qui soutirent ou du pouvoir, ou de l'argent, ou une influence pour avoir des pratiques liées au corps, qui sont inadaptées. Et donc, eh bien, oui, c'est vrai qu'il y a des problématiques dans la société qui sont assez énormes, et on le voit, ça peut arriver, donc ça, c'est pas un souci. Mais après, là où c'est compliqué, c'est de tenter de faire une loi, ou plutôt de faire une loi, de faire passer une loi en force, alors qu'il n'y a pas vraiment de cadre juridique autour. On va voir ce que contient ce fameux article 4. Ça serait de qualifier de dérive sectaire toute personne, qu'elle soit au niveau pratique allopathique, donc c'est-à-dire un médecin, un professeur de médecine, un pharmacien ou autre, s'il ferait arrêter un traitement, donc ça c'est la première chose, qui pourrait être néfaste pour l'individu. Et puis, si cette personne n'est pas du sérail, on va dire scientifique ou médical, soit la même chose, et donc que ça puisse porter atteinte directe ou indirecte, voire même s'il n'y a pas d'effet, simplement de fait de contester un traitement recommandé serait un problème. Alors, en soi, bon, on pourrait se dire rien de choquant, parce que c'est pratique illégale de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui, quel que soit le cas. Donc pourquoi créer une loi alors qu'il y a déjà un cadre juridique qui est déjà assez solide et qui protège le patient et plus largement le public? Vous recommandez un acte médical, bon, pratique illégale de la médecine, vous supprimez le traitement de quelqu'un, vous n'êtes pas habilité à le faire, mise en danger de la vie d'autrui. Bon, on va dire qu'il y a des centaines de personnes qui sont condamnées tous les ans pour ça, donc le cadre juridique existe. Par contre, qu'est-ce que ça peut sous-entendre? Parce qu'on voit bien dans l'argumentaire, dans la rhétorique de certains ministres, de certains anciens ministres, de certains nombres de députés, en fait, on pointe des gens qui pourraient venir de Marseille, qui ont les cheveux longs, qui ont des bagues avec des têtes de mort. Voilà, on les pointe de manière indirecte. Sous-entendu, c'est le non-dissensus scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait contredire la parole officielle serait traqué. Et donc, eh bien, ça concerne des personnes aussi variées que le professeur Perron ou le professeur Raoult. Ce sont directement eux qui sont ciblés, mais également le professeur Joyeux. Et donc là, c'est un problème, parce qu'il y a une absence de débat public, et lorsqu'on est scientifique, justement, c'est le non-dissensus qui mène au dialogue. Alors, il y a beaucoup d'exemples récents qui montrent que c'est difficile d'avoir du dialogue. Si on prend par exemple la chercheuse Alexandria Henrion-Caude, qui appelle, bien avant la publication de son livre Les apprentis sorciers, à une discussion scientifique publique pour justement subir beaucoup d'attaques. Elle dit bon, on va discuter des faits, on va discuter de science, puisqu'elle est une des spécialistes mondiales de l'ARN. Allons-y. Et en fait, ce débat lui est refusé en disant non, non, ça se discute pas. Donc c'est pas scientifique, parce qu'on devrait pouvoir discuter tout, et si la personne en face
a des arguments qui peuvent écraser les siens, bon ben merci et au revoir. Par ailleurs, ça intéresse le public, parce qu'elle a été numéro 1 des ventes, elle a vendu des centaines de milliers d'exemplaires de son ouvrage. Donc c'est que ça questionne, c'est que ça doit questionner les professionnels de santé, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des complotistes et de gens qui sont dans des dérives sectaires, hein, qui soient soit sous contrôle, soit sous emprise. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a reversé ses droits d'auteur aux soignants suspendus, eux aussi, hein, qu'on n'a pas eu le droit de vouloir discuter publiquement quelque chose. D'ailleurs, c'était légitime, parce qu'on leur a dit, il faut que vous vous injectiez cette substance expérimentale, ce qui est encore le cas, pour vous protéger les autres. Or, on sait que les études, aujourd'hui, nous montrent, scientifiques, que ça ne projette ni de la contagion, ni de la transmission. Or, c'était l'argument numéro 1, pour les obliger à prendre ce traitement en phase expérimentale, eux, qui baignent dans, on va dire, la médecine, et qui reçoivent des injections pour être à jour au niveau de leur carnet, et puis qui injectent des gens très régulièrement, voire plusieurs fois par jour. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas discuter cela, même a posteriori, parce que là, l'histoire leur a donné raison, ils ne sont pas anti-vax, ils ne sont pas complotistes, ils ne sont pas dans des dérives sectaires, parce qu'ils étaient plusieurs dizaines de milliers. Ils voulaient simplement discuter, prendre du temps, le temps de la science, le temps de la contradiction, sans doute être rassurés. Les notices n'étaient pas rassurantes, il y avait quand même plusieurs pages qui étaient caviardées. L'Union européenne, des contrats assez flous, les personnes ne voulaient pas se présenter. On a vu, Agnès Buzyn ne s'est pas présentée devant la justice, Ursula von der Leyen ne s'est pas présentée devant la justice. Donc c'est ça qui fait un peu secte quand même, c'est de ne pas vouloir parler, tandis que là, il y a des gens qui ont voulu parler publiquement. Les soignants, Alexandre Henriot-Côte, professeur Perron, professeur Raoult, et eux, ils se font supprimer des vidéos, ils subissent des censures, des pressions, des menaces, pour ne pas parler. Donc c'est étonnant en fait. Si on est sûr de son fait au niveau scientifique, on invite ces gens-là, on les massacre à grands coups d'arguments, de faits scientifiques, et puis merci, au revoir, et ils n'existent plus médiatiquement parce qu'on fait savoir que, ils ont tort, ou ils ont menti, ou ils ont falsifié. Je rappelle que le professeur Perron a gagné tous ses procès, et que la Haute Autorité de Santé a dit que c'était intéressant qu'il ait pu aborder ces aspects-là de manière contradictoire. Je rappelle que le professeur Perron a travaillé à l'OMS, responsable de la politique vaccinale de la zone Europe, donc c'est plusieurs centaines de millions de personnes, donc on ne peut pas dire que ce soit un complotiste, on ne peut pas dire que ce soit un anti-vax, on ne peut pas dire que ce soit un sectaire, il était vraiment dans le système. Alexandre Henriot-Côte également, directrice de recherche au CNRS, professeur Raoult, on va dire, personne la plus citée au niveau microbiologie, plusieurs bactéries portent son nom, son centre, l'IHU, est à la pointe au niveau mondial, donc je veux dire, c'est bizarre en fait de disqualifier ces gens-là de la même façon que le professeur Joyeux, 2 ans d'interdiction d'exercer pour avoir posé des questions, dire un débat public, et puis Marisol Touraine, la ministre de la Santé de l'époque, dire non, ça se discute pas. Et ça, c'est un fait non scientifique, et pour moi, c'est une démarche qui est un peu sectaire de ne pas vouloir discuter, c'est-à-dire on reste dans son coin. Mais si on étend plus globalement, ça va toucher aussi d'autres personnes, des personnes qui simplement veulent débattre publiquement. Là, par exemple, je parlais du professeur Joyeux, ce matin, dans l'Est républicain, un merveilleux journal local, moi par exemple, je fais du fourrage avec, j'allume mon feu, enfin c'est un journal qui est très bien. Et donc il y a une journaliste dans Éléonore Tournier, je la cite, vous pouvez aller lui envoyer un message de remerciement pour son article, moi elle ne veut pas me répondre spécialement, mais je la salue et puis je l'invite à venir me parler, comme elle est venue me parler en avril l'année dernière, en me disant, au nom de l'Est républicain, j'aimerais vous interviewer sur la santé naturelle. Je suis un salon bio-bien-être, je donne des conférences publiques et gratuites, je donne 4, 5, je crois, et donc je dis, je suis ravi de pouvoir parler de bien-être, de santé naturelle, allez-y. Première question, vous êtes conspirationniste? Je dis, c'est pas une question, c'est une affirmation, on part peut-être du mauvais pied. Oui, mais vous êtes anti-science, vous êtes anti-médecine, comme ça, donc là, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose des questions, ou elle aboie comme la voix de son maître? C'est étonnant. Et donc elle me dit à moi, oui, vous êtes anti-science. Je sortais d'une conférence, véritablement j'en sortais. Le titre de la conférence, je l'avais appelé « La médecine et la naturopathie, main dans la main ». Alors cette conférence est publique, elle est gratuite, donc je ne vois pas en quoi ceci pourrait être une dérive sectaire ou du complotisme. C'est ouvert, venez, il y a une assistance, il y avait 80, 100 places, je ne sais plus, on pouvait poser des questions. Elle est enregistrée, évidemment, attendant le dérapage pour pouvoir monter, mais non, ça n'a pas marché, donc elle a pu juste jeter de l'anathème, mettre des mots étiquettes un peu partout, Mivilude, machin, ça fait sensation, j'espère que ton CDD
a été renouvelée. Chère Éléonore, je sais que le métier de la presse est dur, mais il faut y croire, et peut-être qu'en crachant sur les gens, eh ben, on arrivera à faire du sensationnalisme qui permettra de repousser un CDD de 6 mois en 6 mois, puis d'arriver jusqu'à 18 mois, et peut-être, un jour, eh bien, de prétendre à une titularisation, mais il faudra continuer à mordre un peu plus fort, parce que là, c'est pas assez. Donc voilà, et puis c'est assez désolant. Donc en fait, on voit, il n'y a plus de divergence possible, mais même de différence possible. Moi, je me suis jamais placé du côté de la santé ou de la médecine, de la prévention au bien-être, alimentation, respiration, activité physique, gestion des émotions, bah, tout ce que recommande le gouvernement, je crois. Donc c'est assez étonnant. Et donc si on va plus loin, on va toucher au cadre des universitaires. Les universitaires ont un droit de réserve et un droit d'expression. Ils ont un droit illimité. C'est ce qui les protège, c'est leur statut. Et c'est pour ça que certains ont essayé de se battre, pas beaucoup, hein, parce que quand même, il faut garder son poste dans l'institution, mais il y en a certains qui ont dit, moi je suis universitaire en sociologie, moi je suis universitaire en mathématiques, comme Vincent Pavon, professeur à l'université, qui a souhaité exercer son droit de retrait quant au port du masque. Il a été mis de côté, mais il l'a quand même fait. Il a dit, tiens, moi j'attends, je suis scientifique, quand même mathématicien de très haut niveau, la science, il sait ce que c'est, la rigueur scientifique, c'est ce que c'est. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de fond, près de 150 émissions du Conseil scientifique indépendant, le CSI, tous les jeudis, 150 émissions, aucune n'a été contestée, ce sont des directeurs de recherche, des pharmaciens, des chercheurs qui viennent justement parler là où on ne peut pas parler. Puis nous, quand ils essayent de le faire sur YouTube, c'est censuré. Et ils appellent à ce qu'il y ait un débat public et qu'ils puissent participer à des comités. Ce n'est pas possible malgré leur statut différent. C'est tout cela que ça vient questionner. Il y a des chercheurs dans des instituts qui n'ont pas le droit de faire certaines recherches depuis 2-3 ans sur certains produits. Donc ça pose question. Donc il y a une science à deux vitesses. Il y a la science, on va dire, officielle, avec un tampon, l'endroit où il faut chercher, là où il y a les sous. Et puis, il y a une science dissidente qui pose des questions qu'il ne faut pas poser, voire qui doute. Et donc là, c'est un problème, parce qu'évidemment, on voit déjà que certains journalistes, moi je le sais, on côtoie des journalistes en off, il y en a qui essaient de faire le travail, on me dit, de toute façon, mon article va être retoqué, ou on va me le censurer, ou on va m'enlever les parties qui concernent tel ou tel élément qui pourraient être critiques dans cet article. Je salue d'ailleurs Le Monde diplomatique, qui a enfin fait un article sur les soignants suspendus la semaine dernière, mais même ce fait-là, ça a été invisibilisé. Dans la presse, on les a fait passer pour des dangereux tortionnaires d'extrême droite, tous. Donc voilà, à l'unisson. Et de la même façon, les victimes d'effets secondaires, elles n'ont pas eu voix au chapitre, parce que c'était tous des complotistes anti-vax, d'extrême droite, antisémites, voire nazis. Et c'est marrant que le seul espace d'expression, au final, j'ai vu une jeune pharmacienne, témoignage cette semaine à Touche pas mon poste. Donc elle a pu parler pendant 20 minutes. C'était assez intéressant parce que son cas a été reconnu médicalement par des grands spécialistes, des grands internistes, comme un effet secondaire. Et donc des effets secondaires, il y en a 126 000 reconnus en France, dont 20% de très graves. Et on estime qu'il y a une déclaration de 1 pour 10. Donc on pourrait estimer qu'il y a un peu plus d'1 million d'effets secondaires. Et il y a des médicaments qui ont été retirés pour moins de 5, donc on devrait pouvoir en parler. Là, ce que je vous donne, ce sont des chiffres officiels, et donc c'est intéressant de voir que le seul espace d'expression, c'est dans une émission comme Touche pas à mon poste. Et là, on est vraiment dans la télé-spectacle. Certains diront la télé-poubelle, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, là, le seul endroit où les soignants suspendus ont pu s'exprimer, c'est à Touche pas à mon poste, et le seul endroit où les victimes d'effets secondaires peuvent s'exprimer, ça touche pas à mon poste. Donc là, on spectacularise évidemment la souffrance, et des soignants suspendus, et de cette pauvre personne qui nous laissait entendre, cette jeune pharmacienne, qu'elle en a plus pour très longtemps, qu'on a une espérance de vie très raccourcie, je crois qu'elle a une encéphalomyélite, donc c'est tanké, hein, c'est pas une pneumonie, et qu'elle a eu des atteintes organiques à peu près partout. On voit qu'il y a les déclarations pour Creutzfeldt-Jakob, les symptômes Creutzfeldt-Jakob ont été multipliés par 3, plus de 3 sur les 2-3 dernières années, donc ça pose question. Il y a des médicaments qui auraient un moratoire pour moins que ça. Eh bien non, en notre temps, on préfère tenter d'interdire l'huile essentielle de lavande, que l'argile serait toxique, et que, bien entendu, ça serait toujours
les médecines complémentaires qui seraient un danger. Un danger pourquoi? Sans doute pour le portefeuille, un danger pour aussi tenter de s'automiser en pensée, peut-être, ou simplement d'avoir voix au chapitre dans quelque chose qui pourrait s'appeler la santé intégrative, eh bien, où l'interniste, ou le pharmacien, ou le chercheur, ou le nutritionniste, ou le radiologue, ou l'oncologue, ou le diabétologue, le naturopathe, le médecin chinois, pourrait travailler de concert avec le sophrologue, etc., chacun dans sa zone de compétence, et puis avec une expertise d'un médecin qui est généraliste, qui pourrait faire le chef d'orchestre de tout cela. Ça existe en Belgique, ça existe en Suisse, il y a des tentatives en France, c'est très dur, et donc il y a différents pays du monde où c'est recommandé. D'ailleurs, l'OMS dit qu'il faut préserver la naturopathie, qu'il faut préserver la médecine chinoise et préserver l'Ayurveda, que ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Et donc, petit à petit, il y a eu un glissement très fort jusqu'à ce que ça se raidisse et que là, on ne puisse même plus poser la question. Et donc, de fait, de dire, tiens, là, je vais parler d'unité quelque part. Dans ce salon, j'ai donné des conseils de prévention santé, mais en fait, qui sont la base, la respiration, le mouvement, la diététique. Voilà, rappelez ça, appelez les gens à se mobiliser et puis à faire gaffe quand même, parce qu'il y a une explosion de pathologies chroniques. Donc voilà, l'OMS nous dit un enfant sur deux qui est né aujourd'hui déclarera un cancer avant ses 50 ans, ça me semble grave. On a une explosion des maladies dites de civilisation, donc c'est bien que la civilisation va à un mauvais endroit. On voit qu'il y a une diminution de la fertilité, une diminution de l'espérance de vie en bonne santé, explosion des cancers, explosion des diabètes, explosion des maladies cardiovasculaires. Je me pose des questions et je me dis peut-être que c'est pas le naturopathe qui tente de dire aux gens respirez bien, mangez, bougez bien, et puis il y a des relations sociales épanouissantes. Peut-être que il y a des faits de santé qui mériteraient d'être investigués, ou de se dire tiens, un ancien ministre, par exemple Jérôme Cahuzac, je vous invite à regarder sur votre moteur de recherche préféré, parce qu'on ne peut pas dire ce mot-là sous peine d'être censuré sur YouTube. Donc, qui a approvisionné le compte en banque de Jérôme Cahuzac? Et c'est une firme qui a payé plus de 6 milliards de dollars d'amende pour malversation, corruption de données, fraude et dissimulation de données scientifiques. Donc, on peut se dire qui vraiment a un intérêt et œuvre pour ne pas faire connaître la vérité. Est-ce que c'est la petite sophrologue dans son coin? Est-ce que c'est le petit naturopathe dans son coin? Est-ce que ce sont vraiment ces gens-là qui sont un danger pour la société? Est-ce que le fait que les gens n'aient plus d'épargne, soient en récession, est-ce que ça fait de la faute de ces gens-là? Est-ce que le fait que les agriculteurs soient en train de crever et de se pendre, est-ce que c'est la faute de ces gens-là? On a l'impression que les complotistes et les personnes dans des dérives sectaires sont responsables de tous les maux, parce que ça devient une priorité. Alors pourquoi? Pourquoi ce scientisme-là est-il galopant? Pourquoi est-ce que ça devient la nouvelle religion à défendre coûte que coûte, quitte à passer en force? Pourquoi on n'a pas droit au dialogue? Donc ça serait intéressant, que ce soit au niveau des politiques, mais des journalistes, de se dire pourquoi, en fait, on ne peut pas parler autant, parce que devrait avoir un état de représentation de la société. Pourquoi des personnes ne veulent pas témoigner devant le juge? Pourquoi d'autres sont interdits de médias pour pouvoir questionner le dogme ou alors vouloir participer à un débat public? C'est intéressant. Donc je vous invite à peut-être poser la question à votre député, puis quand vous voyez des journalistes, les interpeller. Ça serait intéressant, puis de demander aussi des conflits d'intérêts, parce qu'un médecin est obligé de déclarer ses conflits d'intérêts lorsqu'il se présente sur les plateaux, et pourquoi les journalistes ne respectent pas ce devoir déontologique. Faites tout un tas de questions, des questions qu'on devrait se poser, il y en a d'autres qu'on n'a pas le droit de se poser, et puis surtout, laissons les universitaires travailler, laissons les chercheurs chercher, laissons nos doutes s'installer. Moi je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais j'ai envie d'entendre un débat contradictoire. Quand on me dit il faut que tu crois ça, il faut, puis qu'on me met le nez dessus, qu'on me fait une clé de bras en me disant là si c'est sûr et efficace. Bon, l'histoire a montré que non, mais c'est quand même sûr et efficace 3 ans après, ça me semble bizarre. Et laissons les personnes qui ont une légitimité parler. Donc si c'est un urologue qui vient nous parler de microbiologie, je ne sais pas, ou alors si c'est un médecin de plateau, Michel Psimès ou autre qui donne son avis, ça vaut pas plus que le mien, au final, pas grand-chose, il est plus sur les plateaux de télé qu'à pratiquer, donc s'il s'agit de parler, d'avoir une expertise sur quelque chose qu'il ne connaît pas, on peut aller ensemble au bistrot,
se boire un demi tranquille ou une suze, et puis voilà, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Est-ce que ça vaut le coup de crier avec les loups, ou est-ce que ça vaut le coup d'essayer de défendre le doute, la liberté de recherche et la liberté d'expression? L'espace de commentaires est là pour ça. Bon esprit critique et à bientôt.